Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique, toujours sur Radio Grand Lac 92.fm, radiograndlac.com ou l'application Radio Grand Lac disponible sur vos smartphones. Et ce soir, je suis en compagnie de Vincent. Bonsoir Vincent. Salut Kevin, écoute, comment tu vas là, aujourd'hui ? Ça va très très bien. Alors nous sommes que deux ce soir, voilà, puisque Guillaume n'est pas en direct d'Hollywood, hein, mais il attend un heureux événement cinématographique. Voilà, tout à fait. De sa vie, on va dire. Nous en parlerons bien évidemment dans les prochaines semaines, et puis il sera de retour la semaine prochaine. Cette semaine, côté programme, nous allons bien évidemment commencer par les sorties de la semaine. Une semaine beaucoup plus chargée que la semaine dernière, qui était, on va dire, voilà, une entrée en matière en 2025. Voilà. Nous allons ensuite donner nos avis sur les films sortis la semaine dernière. Nous en parler entre autres de Criminal Squad 2, de La Chambre d'à côté ou encore de Hiver à Sokcho avec Roche Dizem. Et puis enfin ce soir, nous consacrerons notre focus sur l'immense actrice Nicole Kidman qui revient cette semaine au cinéma avec un rôle... pour le moins sulfureux et je pense sujet à débat. Je pense que ça va. Sûr, ouais. On va pouvoir en débattre. Alors nous débattrons sans doute de ce film la semaine prochaine quand nous l'aurons vu. Mais sans plus attendre, Vincent, vu que nous avons parlé de la semaine, tu peux parler de Baby Girl. Et oui, puisque la sortie sera aux Toiles du Lac et au Pâté. Baby Girl, donc, de Alina Regin, je sais pas comment on prononce, avec Nicole Kidman, Harris Dickinson et Antonio Banderas. Alors, c'est l'histoire de Romy, PDG d'une grande entreprise qui a tout pour être heureuse. Un mari aimant, 2 filles épanouies et une carrière réussie. Mais un jour, elle rencontre un jeune stagiaire dans la société qu'elle dirige à New York. Elle entame avec lui une liaison torride, quitte à tout risquer pour réaliser ses fantasmes les plus enfouis. On écoute un extrait. Pour te présenter les stagiaires. Oui. Hé, comment t'as fait pour calmer le chien ? Je vais lui donner un biscuit. T'as toujours des biscuits sur toi ? Pourquoi, vous en voulez un ? Qui a décidé de me faire participer au programme de mentorat ? Tu as 7 minutes. Dites-moi, comment tout a commencé ? Je crois que j'ai eu... Personnalité assoiffée de pouvoir ? C'est comme ça que tu me vois. Je crois que vous aimez qu'on vous dise quoi faire. Voilà. Bon, écoute, on en reparlera peut-être tout à l'heure dans la troisième partie, puisqu'on on abordera toute la filmographie et puis la vie un peu de Nicole Kidman. Tout à fait, mais voilà, un film qui m'intrigue autant qu'il me fait peur sur sa qualité. Voilà, le sujet étant glissant, sans mauvais jeu de mots. Autre grosse sortie de cette semaine, c'est Wolfman, qui sera disponible aux Toiles du Lac et au Pâté. C'est réalisé par Leigh Whannell avec Christopher Abbott, Julia Garner et Matilda Firth. Et si l'être que vous aimez se transformait en une créature à peine reconnaissable? Père de famille vivant à San Francisco, Blake hérite de sa maison d'enfance, une vieille ferme située au fin fond de l'Oregon lorsque son père disparaît et qu'il est considéré comme mort par les autorités. Mais lorsque Blake, sa femme Charlotte et leur fille arrivent près de la ferme, ils sont attaqués en pleine nuit par un animal invisible. Tentant de prendre la fuite, il se barricade à l'intérieur de la maison pour se protéger contre la bête qui rôde aux aguets. Mais au fil de la nuit, Blake commence à se métamorphoser en une créature méconnaissable. On écoute un extrait. Vas-y, tu vas y arriver. Ça va aller, chérie. Ça va. Voilà. C'est le loup-garou. Tout à fait. Revient, je pense. Revisité. Apparemment, puisque... Sous un angle différent, voilà. Tout à fait. Parce que Leigh Whannell, il faut quand même savoir, ce nom ne vous dit peut-être rien, mais si vous avez vu les films de la saga Saw, et en particulier le premier film, Leigh Whannell a écrit le premier film Saw et était l'un des acteurs qui était enfermé dans cette fameuse pièce. Et il a déjà revisité un autre monstre de chez Universal. Il avait revisité L'Homme Invisible en 2020, il me semble. Avec Kevin Bacon, non? Non, Kevin Bacon, c'était encore plus vieux. Le film de 2020, Invisible Man, c'était avec l'actrice de la série The Housemaid's Tale. Et c'était très intéressant parce que c'était un homme invisible vraiment en antagoniste et on était concentré sur sa victime.
Voilà. Et vraiment, il y avait quelque chose de très angoissant. Donc, à voir pour ce Wolfman. D'accord. Autre sortie, le dossier Mal d'Aurore, qui sort aux Toiles du Lac, de Fabrice Duvels, avec Anthony Bajon, Alba Gaia Bellucci et Alexis Mananti. C'est en Belgique, en 95. La disparition inquiétante de 2 jeunes filles bouleverse la population et déclenche une frénésie médiatique sans précédent. Alors Paul Chartier, jeune gendarme idéaliste, rejoint l'opération secrète Mal d'Aurore, dédiée à la surveillance d'un suspect récidiviste. Confronté au dysfonctionnement du système policier, il se lance seul dans une chasse à l'homme qui le fera sombrer dans l'obsession. On écoute un extrait. Je veux qu'on ramène la petite à leurs parents. Marcel de Dieu, c'est lui. Il a déjà été condamné pour viol sur mineur. J'ai monté personnellement une opération pour en avoir le cœur net. L'opération Mal d'Aurore. De Dieu aménage ses caves de prison. Voilà, donc un bon thriller policier assez dense, compte tenu de sa durée de 2h35. Mais c'est l'un des films qui témoigne que le cinéma belge, on en parle peu, mais quand il se manifeste de très haute volée. Donc pourquoi pas ce dossier Mal d'Aurore. Puis surtout qui est porté par un casting très prometteur, Anthony Bajon ou Baron, je ne sais pas. Peut-être Baron, ouais, peut-être. Qui est un jeune acteur qui ça fait quand même espagnol. Je dirais ça fait depuis 5 ans qu'on le voit. Justement, on l'avait connu grâce à un film de loup-garou. D'accord. Alors, autre sortie, c'est le 4e mur qui sortira au Victoria et au Pathé. C'est Victoria seulement et à l'Astrée, autant pour moi. C'est réalisé par David Wallofen avec Laurent Lafitte, Simon Abkarian et Manal Issa. L'histoire se passe au Liban en 1982. Pour respecter la promesse faite à un vieil ami, Georges se rend à Beyrouth pour un projet aussi utopique que risqué, mettre en scène Antigone afin de voler un moment de paix au cœur d'un conflit fratricide. Les personnages seront interprétés par des acteurs venant des différents camps politiques et religieux. Perdu dans une ville et un conflit qu'il ne connaît pas, Georges est guidé par Marwan. Mais la reprise des combats remet bientôt tout en question et Georges, qui tombe amoureux d'Iman, va devoir faire face à la réalité de la guerre. On écoute un extrait. C'est la première fois à Beyrouth, n'est-ce pas? Oui. Hey, voilà. Vous venez pour le théâtre? Toutes les communautés sont partantes. Français, French. Maronites, chiites, druzes, palestiniens. J'y comprends rien, moi, cette guerre. J'ai jamais foutu les pieds au Liban. Ça va être très bien. Merci. Quand tu arrives dans un camp, tous les autres sont des ennemis. Tu comprends ça? Ouais. Un film qui a l'air assez dur, mais assez prenant aussi. Ouais, et puis avec un scénario très ambitieux. Oui. À mon sens. Et puis, j'en avais entendu parler très brièvement Laurent Lafitte. Ça avait l'air d'être assez prenant, effectivement. Donc à voir, peut-être. Ouais, ça m'intéresse. Autre film, Vincent. Autre film, alors peut-être que ce sera un film qui sera un peu long, puisque c'est Mémoires d'un escargot. Alors, je ne sais pas si ça va être... C'est un film d'animation. D'accord. Qui tourne au Victoria et à l'Astrée, de Adam Elliott, avec les voix de Jackie Weather, Eric Bana et Sarah Snook. À la mort de son père, la vie heureuse et marginale de Grace Puddle, collectionneuse d'escargots et passionnée de lecture, vole en éclats. Arrachée à son frère jumeau Gilbert, elle atterrit dans une famille d'accueil à l'autre bout de l'Australie. Suspendue aux lettres de son frère, ignorée par ses tuteurs et harcelée par ses camarades de classe, Grace s'enfonce dans le désespoir jusqu'à la rencontre salvatrice avec Pinky, une octogénaire excentrique qui va lui apprendre à aimer la vie et à sortir de sa coquille. On écoute un extrait. Il était beau. Bec de lièvre. Mon frère jumeau. On avait 2 âmes, mais un seul cœur. Un jour, les services sociaux sont venus nous chercher. C'est la dernière fois que j'ai vu mon frère. Chère Gracie, mes nouveaux parents... Alors, il faut mentionner que c'est un film qui a été acclamé au dernier festival d'Annecy et que Adam Elliott, c'est le réalisateur du film d'animation assez réputé Marie et Max, pour ceux qui connaissent. Donc, écoutez, si vous êtes intéressé par ce Mémoire d'un escargot, je pense qu'on tient là un très bon film d'animation. D'accord. Autre sortie, c'est Je suis toujours là, réalisé par Walter Sall avec Fernanda Montenegro, Fernanda Torres et Selton Mello. L'histoire se passe à Rio, 1971, sous la dictature militaire. La grande maison des Peva, près de la plage, est un havre de vie, de paroles partagées, de jeux
et de rencontres. Jusqu'au jour où des hommes du régime viennent arrêter Rubens, le père de famille qui disparaît sans laisser de traces. Sa femme Eunice et ses 5 enfants mèneront alors un combat acharné pour la recherche de la vérité. C'est un film qui a cartonné au Brésil l'année dernière et qui a valu à son actrice principale de remporter dernièrement le Golden Globe de la meilleure actrice dans un film dramatique. Donc je pense que c'est un film qu'on va entendre parler et qu'il ne faudrait pas louper donc au Victoria et à l'Astrée. Alors moi, j'aime bien les films étrangers parce qu'il y a, comme on en avait déjà parlé auparavant, il y a une dimension vraiment originale avec une manière et un angle de vue qui est vraiment différent de notre angle de vue peut-être occidental et de français même, je dirais, à la limite. Oui, je suis très intrigué aussi. Alors, Par amour, donc, qui sort. Alors, il n'y a pas de bande-annonce pour le précédent. Non. Je ne vais pas vous faire l'affront de passer un extrait brésilien. Qui se déroule au Victoria, de Élise Otzenberger, avec Cécile de France, Arthur Higal et Darius Zarabian. Sarah et Antoine sont au bord de la rupture, fragilisés par un quotidien surchargé entre le travail et leurs 2 enfants. Un jour, Simon, l'aîné, confie à sa mère entendre des voix. Si Antoine peine à prendre la mesure du problème, Sarah décide de soutenir son fils. Jusqu'où sera-t-elle prête à aller par amour ? On écoute un petit extrait. Parce que tu vas pas me croire. Mais bien sûr que si, pourquoi je te croirais pas ? Quand je suis dans l'eau, j'entends des sons. Beaucoup d'enfants ont un monde imaginaire très riche. On va pas lui laisser croire qu'il entend vraiment des trucs. Je sais ce qui est bien pour mon enfant. Maman ? Il y a plein d'eau ! Regarde ! Voilà, donc nouveau film dramatique avec Cécile de France, pourquoi pas, et seulement, en effet, comme tu disais, seulement Victoria. Voilà. Et la dernière sortie de la semaine, c'est Spectateur, seulement à l'Astrée, de Arnaud Desplechin. Coucou Guillaume. Donc là, tu vas être obligé de donner un acteur supplémentaire quand même. Là. Non, c'est pas dans celui-là. C'est pas dans celui-là. Non, on en parlera dans un an. Ah, d'accord, c'est un autre. Oui. Je pensais que ça pouvait être celui-là. Spectateur de Arnaud Desplechin avec Mathieu Amalric, Dominique Paigny et Clément Hervieux-Léger. Qu'est-ce que c'est aller au cinéma ? Pourquoi y allons-nous depuis plus de 100 ans ? Je voulais célébrer les salles de cinéma, leur magie. Enfin, quand je dis je, c'est Arnaud Desplechin. Aussi, Arnaud Desplechin a suivi le chemin du jeune Paul Dédalus, comme le roman d'apprentissage d'un spectateur. Il y a mêlé souvenirs, fiction, enquête, un torrent d'images qui nous emporte. On écoute un extrait. C'est vrai, mais tu vas voir le cinéma, c'est complètement différent. J'avais trouvé ma maison. Je peux y aller, c'est pour le ciné-club. Allez-y, Dédalus. Merci beaucoup. Voilà, bonne projection. J'étais enfin plus petit que les images que je regardais. Le cinéma, c'est pas une réponse, c'est une question. Voilà, donc un film très cinéphile, très, je pense, très intéressant sur le... Intimiste sûrement. Oui. Côté intimiste comme ça. La voix off, c'est celle de Mathieu Amalric. Tout à fait. Qui joue le personnage. À reconnaître sa voix, moi je suis assez sensible aux voix. Ouais. Oh si, je trouve quand même qu'il est reconnaissable. Après, du coup, on sait que c'est celui qui joue le personnage principal adulte. Voilà. Mais donc, je pense un film quasiment autobiographique de la part d'Arnaud Desplechin qui, je pense, doit parler de sa jeunesse. Ça peut être intéressant. C'était un film qui était présenté au Festival de Cannes l'année dernière. Donc, autant vous dire qu'il y a un petit peu de retard en termes de sortie. Mais voilà, il est disponible seulement à l'Astrée. Mais prochainement, je le sais, nos amis de Cinéphilex le proposeront au Victoria. Et d'ailleurs, vu qu'on parle de Cinéphilex, cette semaine, ils proposent le film Les Repentis, toujours au Victoria, qui est un film de 2022 de Isiar Bolain avec Blanca Portillo, Luis Tosar et Urko Olazabal. Histoire réelle de Meixabel Laza, la veuve de Juan Maria Jauregui, un homme politique assassiné par l'organisation terroriste ETA en 2000. 11 ans plus tard, l'un des auteurs du crime qui purge sa peine en prison demande à la rencontrer après avoir rompu ses liens avec le groupe terroriste. Donc un film qui a l'air très prenant et très intéressant et qui me semble a valu à l'actrice principale un très beau prix aussi au Mexique. Donc un film à ne pas louper chez nos amis Cinéphilex pendant toute la semaine. Et puis je mentionne comme ça parce qu'on parle pas trop des fois des films de plateforme, mais ce vendredi 17 janvier sort sur Netflix un film d'action Back in Action. Et la petite particularité, c'est que c'est le retour de Cameron Diaz après 10 ans d'absence.
Ça n'a pas l'air extraordinaire, mais bon, on verra. Hein. Peut-être qu'on aurait de bonnes surprises. En tout cas, moi, je suis ravi de revoir Cameron Diaz de retour devant la caméra. Voilà. Derrière, plutôt. Devant. T'as raison, devant la caméra. Elle a jamais été de façon réalisatrice, je crois pas. Non, mais peut-être que ce serait à venir. On ne sait pas. On va faire une première pause musicale avant de nous donner vos avis, qu'on vous donne nos avis sur les films de la semaine dernière. Et vu que ce soir, nous allons énormément parler de Nicole Kidman, les 3 pauses musicales seront consacrées à sa filmographie et bien évidemment, nous étions obligés de passer une chanson de Moulin Rouge et ce n'est pas n'importe laquelle, c'est Come What May, chanté par Nicole Kidman et Ewan McGregor. On revient tout de suite après. Entre lac et montagne, Radio Grand Lac, c'est votre radio. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et rebonsoir à toutes et à tous, vous êtes toujours dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique sur Radio Grand Lac 92.fm ou radiograndlac.com. Et je suis toujours en compagnie de Vincent. Rebonsoir Vincent. Rebonsoir Kevin, et oui, restez bien là, hein, c'est pour le meilleur là. Hein. C'est ici que ça se passe. C'est maintenant. Voilà, et après avoir évoqué du coup toutes les sorties de cette semaine, nous allons vous donner nos avis sur les sorties de la semaine dernière. Mais avant cela, qu'est-ce que nous vous avons déjà conseillé et qui est toujours disponible en salle, mon cher Vincent? Il y avait L'amour ouf de Gilles Lelouch, toujours là, qui apparemment cartonne assez fort. Oui. En fanfare, qui est également très très bien. Oui, qui cartonne aussi. Moi j'ai des amis qui sont allés voir, qui étaient enchantés. Mufasa. Alors peut-être un peu moins, je sais pas, mais en tout cas ça a l'air de marcher néanmoins pas trop mal. Je sais pas ce que. Ouais, voilà. Et puis bon, on vous le conseillote. Voilà. C'est pas un très grand film. Hein. Sonic 3, le film qui est de mieux en mieux, d'après ce qu'on a pu dire déjà la séquence précédente. C'est ça. Nosferatu, qui est un peu un angle de vue un peu différent sur les vampires, avec Lily Rose Depp et puis Nicolas Hoult, et qui est surtout un très beau film. Voilà. Gothique. Très beau film gothique. L'amour au présent. Alors je sais pas. C'est un très beau drame avec Andrew Garfield et Florence Pugh. Il y a Gilles Lelouch. Non, pas du tout. Ah oui, exact. Je me souviens de ce que vous en aviez dit avec Guillaume la fois précédente. Et puis donc Un ours dans le Jura. Donc on en reparlera juste après pour vous dire. Par contre, on est un peu plus mitigé en ce qui concerne Conclave et Vaiana 2. Voilà. Conclave, donc qui est un thriller religieux. À la fin, un petit peu décevante. Voilà. Et puis Vaiana 2, qui n'est pas à la hauteur peut-être de ce dont on aurait pu espérer. Voilà, tout à fait. Et puis du coup, tu as vu cette semaine Un ours dans le Jura que j'avais chaudement conseillé la semaine dernière. Alors moi, je suis entièrement d'accord avec ce que tu avais dit. C'est un petit côté Fargo des frères Cohen. Avec le seul bémol que moi j'y mettrais, c'est que je trouve que c'est un petit peu trop lent. Alors c'était lent dans Fargo, mais ça choquait pas. Et là, je trouve que ça manque un peu de rythme. Néanmoins, j'ai trouvé ça très plaisant. J'ai trouvé cette histoire très distrayante, on va dire, avec un humour noir décapant, des acteurs impeccables, d'ailleurs dont les actrices féminines tirent leur épingle du jeu. Donc Laure Calamy et Joséphine Demeaux. Kim Higelin qui joue la fille de Benoît Poulvord. Et y compris Kim Higelin qui est la petite fille de Jacques Higelin, qui joue la fille dans le film de Benoît Poulvord. Si vous avez compris, c'est bien. Benoît, c'est un peu embrouillé là. Benoît Poulvord, donc, qui joue le rôle du gendarme dans le film et qui est impérial comme à son habitude. Ah ouais. Et c'est un film très plaisant à voir, avec des rebondissements, avec des vrais, un vrai suspense aussi, et puis avec des choses un peu très originales qui se déroulent tout au long du film, quoi. Voilà. Et un bel humour macabre pour ceux qui aiment. Voilà. Avec beaucoup d'humour, effectivement. Oui, et beaucoup de sang. Donc faites attention. Le sang, il est bien présent, ça c'est clair. Sur les films qui étaient sortis la semaine dernière, j'en ai vu 3. Du coup, je vais commencer par le dernier né de Pedro Almodovar, c'est La Chambre d'à côté avec Tilda Swinton et Julianne Moore, qui est un film qui, on va dire encore une fois, c'est vrai que ça fait un petit peu,
on en a traité pas mal ces derniers temps. C'est un film sur le cancer, en particulier sur la fin de vie, puisque Tilda Swinton, en fait, c'est le début du film, va demander à une de ses grandes amies qu'elle n'avait pas vue depuis un certain temps, Julianne Moore, interprétée par Julianne Moore, de l'aider à mettre fin à ses jours, en fait, en étant là et juste en ne faisant rien. En fait, voilà, c'est même pas assister, c'est juste tu m'accompagnes, mais tu ne fais rien, ne t'inquiète pas. Et j'avoue que je suis un petit peu resté sur le côté de ce nouveau Pedro Almodovar. Je trouve que c'est magnifique visuellement, c'est très très beau. La photographie est léchée, il y a des couleurs. Enfin voilà, elles sont tout le temps habillées d'une manière qui est éclatante. Mais j'ai trouvé que c'était un petit peu plat côté émotion. On reste finalement de façade. On n'arrive pas à rentrer dedans. On a un peu du mal à s'attacher à ces personnages-là. Et je dirais même, peut-être mon grand défaut, c'est que j'ai eu l'impression de voir des actrices qui jouaient bien, mais de manière désincarnée. D'accord. Et en fait, c'est pas le sentiment que donne la bande-annonce que je trouvais assez prometteuse. Ouais. Et qui m'avait attiré dans un premier temps, mais effectivement, la manière dont tu en parles, il semblerait qu'il soit passé un peu à côté avec. Pour moi, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont vraiment adoré, mais moi j'ai eu l'impression de voir tout le temps dans le film Tilda Swinton et Julianne Moore. Je pense que jouer un rôle. C'est presque le thème principal, quasiment. Oui, non, mais je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'incarnation, il n'y a pas de véritablement personnage. C'est un huis clos, quoi. C'est presque un huis clos quelque part. Non, mais tu sais, quand je veux dire que j'ai vu que Tilda Swinton et Julianne Moore, c'est que je n'ai vu que les actrices jouer. Je n'ai pas vu les personnages. D'accord. Ils sont pas, d'après toi, ils sont pas rentrés dans la peau réellement de leur personnage. Ça reste trop, je sais pas, ça reste trop en surface. Ouais. Mais d'un certain côté, j'ai l'impression qu'il ne veut pas rentrer dans l'émotion, puisque il y a une scène au milieu du film où là, ce serait le moment d'envoyer les mouchoirs, on va dire. Et au bout de 2 secondes, on fait non. Et du coup, t'es un peu entre deux, et au final, de ce fait-là, tu n'arrives jamais à t'investir dans ce film. C'est un peu dommage. Est-ce qu'on peut parler de rôle un peu esthétique ? Je veux dire, ils ont fait une manière, mais ils sont pas rentrés, comme tu dis, et dans l'émotion des personnages qu'ils auraient dû interpréter. Si tu veux, il y a un moment, parce qu'en fait, les 2 héroïnes vont louer une maison. Quand elles rentrent dans la maison, elles regardent un tableau de Hopper. Elles disent, c'est magnifique. Ouais. Et en fin de compte, je me suis dit, à la fin du film, en fait, ce film, c'est un tableau. C'est beau en apparence, mais en termes d'émotion, là, comme un tableau de Hopper, des fois, le tableau de Hopper, c'est pas non plus ceux qui vous véhiculent des émotions extraordinaires. Hein. C'est très très joli, je trouve, esthétiquement, mais voilà. C'est un côté un peu désertique et un peu, comment dire. C'est souvent des personnages que tu vois seuls, adossés à un bar dans la nuit. Enfin voilà. C'est les fameux. Je sais pas. Je suis vraiment pas rentré dedans. C'est dommage, hein, parce que j'avais vraiment envie. Et il y a quand même de très très bons second rôles, et un John Turturro et tout ça. Mais je sais pas. Acte manqué pour moi, désolé. Désolé Pedro. Alors, l'autre film qui va suivre, c'est le film d'action Criminal Squad 2 Pantera, qui est donc avec Gerard Butler et le fils d'Ice Cube, donc O'Shea Jackson Jr., qui est donc la suite de Criminal Squad premier du nom, et qui cette fois-ci voit son action se délocaliser du côté de Nice pour finalement donner lieu à un casse de la grande avenue des diamants, des diamantaires. Donc le décor est intéressant. On sent quand même un petit peu que ça n'a pas été très tourné vers Nice, sans trop en dire. Ça sent un petit peu les studios. Ça prend énormément son temps. C'est vraiment pas un film de casse trépidant. Enfin, en tout cas, le côté trépidant n'arrive que très tardivement. C'est un film qui dure 2h10 quand même. Et moi, j'ai l'impression que les films sont de plus en plus longs. Ouais, je sais pas toi, ce que t'en penses, mais des fois c'est justifié. Alors là, en l'occurrence, j'ai trouvé que il y a bien 1 heure, la première heure, on se dit mais c'est quand que ça démarre, quoi. Ils auraient intérêt à faire quelques coupes, à mon avis, de plus en plus. Oui, des fois, il faut pas avoir peur de faire court. Des fois, c'est surtout pour un genre qui se veut efficace. Et du coup, évidemment, quand arrive le casse dans la 2e heure et tout ça, c'est un peu plus trépidant, et il se passe des choses qui nous accrochent un petit peu sur notre fauteuil. Il y a une course-poursuite finale qui est plutôt sympathique sur
les routes des collines au-dessus de Nice, donc c'est sympa. Mais voilà, c'est pas non plus extraordinaire. Gerard Butler, c'est pas qu'il est en roue libre, c'est que là maintenant il est en orbite. Voilà, il tourne autour de la Terre. En termes de jeu, il propose des choses. On se dit, ouh là là, où est-ce que tu vas? Et je sais pas, il y a quelque chose qui m'amuse dans cette franchise, parce que maintenant c'est une franchise parce qu'il y a 2 films, c'est qu'on a l'impression que les 2 personnages masculins, ils diraient pas non à être ensemble en fait. Il y a une sorte de bromance, mais limite pas trop cachée, qui me fait beaucoup rire en fait. Et je me dirais, allez, pour le 3e film, allez un peu plus loin. C'est assumé au moins comme ça. Ah mais ils s'envoient limite, ils s'envoient des SMS, c'est limite des mots doux. Tu fais et ces 2 mecs baraqués comme ça. Enfin c'est très amusant. Ah ouais, mais est-ce que Gerard Butler assumerait? Je ne sais pas. Bon, je sais pas. Moi, ça m'amuserait vraiment que si dans Criminal Squad 3 ils assument vraiment. Allez, allons-y. Bon voilà. Donc Criminal Squad 2, voilà, si vous le regardez chez vous, ça fait pareil, j'ai envie de dire, vous ne manquez rien. Et par contre, un film qui m'a beaucoup plu et que j'ai vu hier soir, c'est Hiver à Sokcho, avec Roche Dizem et Bella Kim. Alors Bella Kim, c'est une actrice franco-coréenne, d'accord, qui joue du coup un personnage, une jeune adulte franco-coréenne, et c'est vraiment la révélation de ce film, qui est donc l'histoire d'une jeune adulte en Corée du Sud, à Sokcho, qui travaille dans une pension, donc pension hôtelière, qui fait la cuisine, tout ça, et qui n'a jamais connu son père français. Débarque alors dans la pension Roche Dizem, français, dessinateur, ce qui est très intéressant et qui apporte pas mal dans la réalisation, parce qu'il y a des moments animés dans le film. Et elle va se lier d'amitié avec cet homme, et elle va évidemment se poser la question... est-ce que ce serait pas mon père aussi? Voilà. Il y a pas mal de... Il y a pas mal tiraillée entre 2 cultures, celle de française et celle coréenne. Exactement. Et sur ces entrefaits arrive donc Roche Dizem. C'est ça. Et même, elle est tiraillée sur ça. Elle est aussi mal dans sa peau, puisque elle est à la fois perdue entre j'aimerais savoir qui est mon père, et en même temps, qu'est-ce que je fais de ma vie? Donc alors là, pour le coup, ça a l'air d'être empreint de beaucoup d'émotions. Oui, alors, ce qui est fort, c'est que c'est un film franco-coréen, parce que le réalisateur est franco-coréen. D'ailleurs, je vais vous retrouver son nom pendant que je parle, puisque c'est son premier film. Il a fait que des courts-métrages auparavant, et je trouve qu'il fait un travail remarquable dès le premier film. C'est donc Koya Kamura. Et on sent quand même une certaine retenue dans l'émotion, comme on peut voir dans le cinéma coréen, mais en même temps, un lâcher-prise à un certain moment, très souvent à la fin, qui là fait plus penser au cinéma français. Et du coup, qui nous permet vraiment de nous accrocher énormément au personnage émotionnellement. Et j'ai trouvé que c'était magnifique. Déjà, les décors à Sokcho, en Corée du Sud, c'est sublime. Et c'est un film qui ose aussi nous montrer la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, chose qu'on voit peu au cinéma. Et Roche Dizem est toujours une valeur sûre. Moi, franchement, je trouve qu'il va très profondément dans ses rôles et il donne une touche vraiment très forte dans chacun de ses personnages. Et là, ce rôle de dessinateur de BD qui part dans des volets artistiques où il ne faut pas le déranger. Je trouve qu'il est impeccable. C'est un très beau film qui, je pense, hélas, va peut-être passer inaperçu, mais si vous avez possibilité de le voir, foncez, c'est très très beau et je vous le conseille. Côté conseil télé, Vincent, alors, on va faire que ton conseil télé. Voilà, on va faire les deux. Moi, j'avais 2 choix qui un peu emportés, sur lesquels mon cœur balançait. Il y avait The Enforcer, l'inspecteur Laurence Janet, de James Fargo, qui date de 1976 et qui sort jeudi 16 janvier à 21h. Donc voilà, avec Clint Eastwood. Mais 3e volet. C'est un des meilleurs pour moi du Dirty Harry, de la franchise Dirty Harry. À mon sens. Oui. Voilà. Mais je voulais vous parler plutôt de la liste de Schindler, qui est de Steven Spielberg et qui est sorti en 1993 et là qui sera sur France 3 lundi 20 janvier à 21h05. Et donc il y a Ben Kingsley qui est autour de Liam Neeson et Ralph Fiennes, Carol Goodall. Alors c'est une adaptation d'un roman biographique de Thomas Keneally et donc qui fait référence à
environ 1200 personnes juives qui ont été sauvées par Oskar Schindler, qui est un industriel allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, qui avait d'ailleurs un petit côté un peu ambigu. C'est un film extraordinairement émouvant. Moi, je me rappelle l'avoir vu à l'époque dans un cinéma, un grand cinéma à Paris. La salle étant pleine et on entendait une mouche voler. Hein. Et puis alors les yeux rougis à la fin parce que c'est vraiment très très prenant et très triste évidemment puisque ça fait référence à pas mal de choses. Oui. Et donc voilà. Et puis donc c'est un film. Il faut quand même préciser. Il y a une particularité aussi. Il est en noir et blanc. Et il y a des touches de couleur qui apparaissent à certains moments, qui sont là pour relever certaines choses. Et donc je vais pas. Ça va vous émotionnellement, ça va vous achever ces notes de couleur. Je vous préviens. Mais c'est vrai que et puis donc la musique de John Williams, la fameuse musique de la guerre des étoiles, celui qui est l'auteur de. Qui est un magnifique thème. Et qui est un magnifique thème effectivement. Donc c'est un film vraiment pour ceux qui ne l'auraient pas vu et qui oseraient voir quelque chose d'assez triste malheureusement, mais qui est une très très belle histoire. Ralph Fiennes étonnant, effrayant dans son rôle de commandant de camp de la mort. Oui. Absolument délirant quoi. Il est exceptionnel, je trouve. Oui, c'est un magnifique film, et voilà. qui a été sujet à débat puisque est-ce qu'on pouvait mettre en scène certains pans et tout ça. Oui, il y en a d'autres qui ont aussi dénoncé ça en disant que c'était pas, il n'avait pas parlé véritablement de l'Holocauste, mais c'était pas vraiment le débat non plus. C'était pas le débat principal du film. Voilà. C'est un point de vue. Voilà, à vous de voir. Moi, je trouve que ça reste un film très très fort. Voilà. Et ton choix alors, Kevin? Alors moi, je dirais très très rapidement, c'est Philomena de Stephen Frears avec Judi Dench et Steve Coogan sur Arte. Ce mercredi 15 janvier à 21h, c'est un magnifique film sur une femme qui cherche à retrouver son fils qui avait été arraché de ses mains par les bonnes sœurs. Voilà, et c'est un film très fort émotionnellement. Judi Dench, je trouve l'un de ses meilleurs rôles. J'aime beaucoup cette actrice. Et Stephen Frears est l'un des meilleurs réalisateurs britanniques, donc franchement, regardez, je vous le conseille chaudement. On va faire une deuxième pause musicale avant de, bien évidemment, consacrer notre focus à Nicole Kidman, et on va s'écouter Book of Days de Enya, tiré de la musique du film Horizon lointain. On revient tout de suite après. 24h/24, 7 jours sur 7, vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et rebonsoir à toutes et à tous, vous êtes toujours dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique sur Radio Grand Lac 92.fm ou radiograndlac.com, et je suis toujours en compagnie de Vincent. Rebonsoir. Rebonsoir à tous, et à toutes et à tous, évidemment. Et puis on est là. On est là, et on va finir l'émission sur un beau focus sur une actrice que nous aimons beaucoup, qui a un parcours hors norme, et on va donc s'atteler à parler de l'histoire de Nicole Kidman, qui sort son nouveau film dès demain, Baby Girl, et Nicole Kidman, grande carrière. Alors Nicole Kidman, née le 20 juin 1967 à Honolulu, mais contrairement à ce que l'on pense, elle est australienne, elle n'est pas américaine. Elle a été élevée dans la religion catholique, elle a fait ses études dans de nombreuses écoles religieuses destinées aux filles de la bonne société, puisque on va dire qu'elle était quand même dans une famille assez aisée. Très rapidement, la réalisatrice Jane Campion, réalisatrice de La leçon de piano, la remarque et a envie de la faire tourner dans un court-métrage, mais l'école refusera. On se dit quand même que ça a failli éviter une belle carrière quand même, parce que Jane Campion, ce n'est pas n'importe qui. En 1983, à 16 ans, elle fait enfin ses débuts au cinéma. Elle décroche un rôle dans un petit drame, Bush Christmas, ou aussi dans un film de piètre mémoire qui s'appelle Le Gang des BMX. Si vous avez envie de voir un extrait sur YouTube, c'est bien kitsch, c'est bien nanar. Et Nicole Kidman a une coupe de cheveux mémorable. Mais finalement, ce n'est qu'en 1989 qu'elle atteint la notoriété avec un thriller australo-américain sous la direction de Philip Noyce. Ça s'appelle Calme Blanc, et c'est avec Sam Neill et Billy Zane. Tom Cruise y voit le film, et là il dit « Je veux Nicole Kidman en partenaire dans mon prochain film », et ce film c'est
Jour de tonnerre. Jour de tonnerre que je pense que tu as vu aussi. Oui, tout à fait. Ouais. C'est un bon thriller de course, ça se déroule sur les circuits de, comment ça s'appelle, NASCAR, voilà. Il se murmure qu'un Jour de tonnerre 2 serait en préparation. Enfin voilà. En tout cas, c'était parti, assez fort entre eux deux, puisque Tom Cruise était marié et Nicole Kidman aussi. Et c'est au jour de Noël qu'il a fait la déclaration, je crois. Et c'était en 1990. Donc, c'était le coup de foudre. Alors c'était bien et pas bien, on va dire. Voilà. Peut-être pour Nicole Kidman. On va dire que ça a permis à vraiment. Alors le problème, c'est que ça la mettait en position d'être Madame Cruise. C'est ça. Mais par contre, ça a permis d'avoir un certain jeu sur un film qu'on reviendra un peu plus tard, puisqu'ils vont d'abord se retrouver dans le film Horizon lointain réalisé par Ron Howard. Et puis ensuite, ils vont se retrouver en 99. Mais avant cela, elle va essayer de s'émanciper de cette image de Madame Cruise en acceptant le rôle de Susan Stone dans le film Prêt à tout, réalisé par Gus Van Sant. Susan Stone, c'est une jeune femme qui veut devenir star du petit écran et qui manipule un adolescent pour qu'il assassine son mari. Pour préparer le rôle, il faut savoir que Nicole Kidman s'est enfermée avec Tom Cruise dans une chambre d'hôtel pendant 3 jours à regarder la télé. Elle était en condition, sans doute. Voilà, j'allais dire, c'est ce qui peut être parfois le quotidien de mes vacances pluvieuses. Mais ça me donne pas lieu à finir dans un rôle. Ça lui donnera quand même lieu d'avoir son premier Golden Globe à Nicole Kidman pour ce rôle de Prêt à tout, et aussi d'être presque nommée aux Oscars de la meilleure actrice, mais elle ne le sera pas. Et Sean Penn l'aura mauvaise et lui criera en disant « Vous avez été volée ». Donc déjà, elle était bien remarquée. C'était très élégant de la part de Sean Penn. Tout à fait. Et déjà, ça veut dire qu'elle était remarquée par ses pairs qui voyaient déjà en elle une très grande actrice. Bon, la même année, elle fera Batman Forever, qui est pas le meilleur Batman, et on va pas se mentir que le rôle de Nicole Kidman dans le film fait sans doute partie des pires. On lui a vraiment pas donné un rôle à sa juste valeur, c'est vraiment très très moyen, mais le film sera un succès commercial. Et ensuite, en 96, Nicole Kidman arrive enfin à tourner avec Jane Campion dans le film Portrait de femme, avec John Malkovich et Mary-Louise Parker. Et enfin, en 99, elle joue pour la 3e fois avec Tom Cruise, mais pour la dernière fois. Oui, ça sera dans Eyes Wide Shut, réalisé par Stanley Kubrick. Alors un film très particulier, je pense que tu peux nous en parler. Je l'ai vu et j'ai beaucoup apprécié. Oui. C'est très particulier. Il y a une ambiance très mystérieuse, malsaine, un peu malsaine, mais en même temps avec des interrogations de couple. Alors c'est très difficile de le raconter, ce film, à vrai dire, parce que faut le vivre. Il y a une trame narrative qui est assez complexe et qui en fait est un peu les états d'âme de chacun des personnages que sont Tom Cruise et Nicole Kidman dans le film, qui finalement jouent leur propre rôle quasiment, et qui ont été d'ailleurs poussés dans leur retranchement par Stanley Kubrick, et qui leur a certainement valu aussi que ça se passait sans doute pas très très bien non plus entre eux. Puis il y a eu le problème, comme on disait, avec Tom Cruise qui s'est retrouvé happé par la scientologie. Tout à fait. Et donc ça a été un peu déclencheur de leur rupture, quoi. Ouais, disons que Stanley Kubrick a savonné la planche de leur divorce. Voilà, sûrement. Je pense qu'on peut dire ça. Ouais. Divorce qui arrivera en 2001, et là Nicole Kidman va véritablement exploser, et sa carrière va prendre un très bel envol avec le film de Baz Luhrmann, Moulin Rouge, où elle joue Satine, danseuse de cabaret, qui tombe amoureuse d'un jeune poète, mais qui apprend aussi qu'elle est malade. C'est une des plus grandes comédies musicales de ces derniers temps, qui est très réputée, qui a fait l'ouverture du Festival de Cannes de 2001, et qui lui permet d'avoir sa première nomination à l'Oscar de la meilleure actrice, et de remporter son 2e Golden Globes. Comédie musicale à laquelle ni toi ni moi nous adhérons. Je suis pas franchement, très fan, totalement. Par contre, Guillaume, on peut en parler, il était très très. Guillaume adore cette comédie musicale. Voilà. Je peux même vous dire qu'il l'a vu à Broadway. Ah oui. En plus, je peux comprendre aussi par rapport à après, après avoir aimé, bien sûr. Mais il est vraiment fan de cette comédie musicale. Oui, là, pour le coup. Oui. Donc sur le French Cancan, moi j'avoue que je suis resté un petit peu. C'est un peu trop. Comment dire ?
bordélique. Voilà, ça va un peu trop dans tous les sens. J'ai pas trop de souvenirs, je l'ai vu il y a très longtemps, moi je t'avoue, c'est un peu passé à l'as. Et il y a un autre très beau rôle qui suit dans la carrière de Nicole Kidman, c'est le film Les Autres, réalisé par Alejandro Amenábar, qui est un film fantastique sur une mère qui s'occupe de ses enfants, pour vraiment pas en dire grand-chose. Oui, puisque il faut pas dévoiler tout, quoi. Il y a un twist. Pour le coup. Et puis non, elle est vraiment très très prenante dans ce film et on y croit, quoi. Ça fait frissonner, quoi. Ouais. Voilà. L'un des nombreux rôles qu'elle a d'abord refusé avant d'accepter, parce que Nicole Kidman, c'est souvent sa manière d'accepter le rôle, elle refuse et après finalement on lui dit non mais franchement, et puis elle finit par accepter et les autres lui a valu son 3e Golden Globes sur 6, je vais vous dire, les Golden Globes elle en collectionne. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a pris des risques tout au long de sa carrière d'ailleurs. C'est ça. Entre autres en parlant de ce film, voilà, c'est un risque qu'elle a pris et elle a bien eu raison d'ailleurs, puisque ça se termine pas mal. Elle a joué dans vraiment des choses très 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 variées, diverses, parce que auparavant on a un peu fait c'est pas un grand film non plus, mais il y avait Le Pacificateur avec George Clooney, avec George Clooney. Oui. Bon, c'est pas un grand film, mais c'est un bon film d'action, moi je trouve, et assez plaisant. Vu il y a très très longtemps, il faudrait que je le revoie. Il y avait Les Ensorceleuses aussi de Griffith Dune en 98. Avec Sandra Bullock. Qui a été savagement accueilli par la critique, mais beaucoup apprécié par le public, qui est maintenant un petit statut de culte. Et puis, en 2002, Nicole Kidman, elle revient avec un film de Stephen Daldry, The Hours, où elle joue Virginia Woolf. C'est un film où elle a vraiment donné de sa personne, à un tel point que ce film lui a presque donné des envies de suicide, puisque elle interprète Virginia Woolf au moment où elle a sa maladie mentale, où elle est vraiment au pire de sa vie en termes de sentiments et au pire de sa dépression. Et Nicole Kidman, là encore, remportera et le Golden Globes, mais aussi et surtout l'Oscar de la meilleure actrice. Et c'est cet Oscar qui lui permet d'être la première actrice australienne à avoir un Oscar, ce qui est quand même dingue, mais qui est tout à fait mérité. Ensuite, elle rencontrera le chemin de Lars von Trier pour un film Dogville, que je n'ai pas vu, donc je ne vais pas pouvoir vous en parler un peu plus. Je suis désolé. Mais voilà, j'ai un peu de mal avec le style de Lars von Trier, j'ai une relation amour-haine avec son cinéma. Oui, ça dépend des fois. Moi, j'ai des films qui me plaisent bien. Oui. Et puis ensuite elle enchaîne d'autres films plus épiques avec le drame historique Retour à Cold Mountain, où elle tourne en Roumanie avec Jude Law et Renée Zellweger. Une expérience assez profonde et magique pour elle, puisque pluie torrentielle, inondation du plateau, température à moins 40 degrés. Parce qu'il s'est pas cassé quelque chose aussi elle s'est cassé des choses de nombreuses fois, pendant Moulin Rouge, fracturé pendant ce film-là, et puis je crois pendant Australia, qu'on parlera un petit peu plus loin. Donc c'est quand même une actrice qui donne de sa personne et qui n'hésite pas à véritablement mouiller sa chemise. Voilà, exactement. On peut dire, même dans Baby Girl, d'ailleurs, à mon avis, elle doit bien la mouiller sa chemise. Je sais pas, peut-être. Pas que sa chemise, si je peux me permettre, évidemment. Il y a aussi le film Birth, réalisé par Jonathan Glazer, qui lui vaudra encore d'être nommée dans la catégorie meilleure actrice dans un film dramatique aux Golden Globes, où elle joue une femme perturbée par un garçon de 10 ans qui déclare être son mari décédé, mais réincarné. C'est un film qui m'a toujours envoûté, intrigué, mais j'ai jamais eu la possibilité de le voir, mais voilà, assez intriguant dans le domaine. Il y a bien évidemment le thriller de Sidney Pollack avec Sean Penn, enfin L'interprète, où elle joue une traductrice à très l'ONU. bien, moi j'ai bien aimé. Très bien ficelé, oui. Un bon thriller. Très bon thriller, ouais. Thriller, donc Sean Penn remarquable comme d'habitude. Et elle vraiment dans le move du film, quoi, vraiment. Et je crois, si je me trompe pas, que c'est le dernier film de Sidney Pollack avant qu'il nous quitte. Possible. Il me semble. Et la même année, Nicole Kidman reprend le rôle de Elizabeth Montgomery dans l'adaptation au cinéma de Ma sorcière bien-aimée. Alors je vous avoue que c'est une adaptation qui m'a toujours déplu, parce qu'en fait ça se veut être l'adaptation de Ma sorcière bien-aimée, mais en fait c'est une sorcière qui joue Ma sorcière bien-aimée, donc en fait c'est un film dans le film.
C'est un peu dommage. Ils ont voulu faire un petit truc un peu original, mais ça s'est un peu planté, je crois. Oui, ça n'a pas le. Je trouve que ça n'a pas le charme de la série de moi, je peux t'en parler parce que c'était vraiment à mon époque. Alors, ma sorcière. J'ai grandi avec aussi, parce qu'il y a eu des multi-rediffusés. Extraordinairement, vu et revu, mais bon. Et c'était vraiment superbe. Ah oui, c'était formidable. On pourrait vous essayer de faire le mouvement du nez, mais vu qu'on est à la radio, ça ne marchera pas. Elle a ensuite été l'héroïne du film Invasion, réalisé par Oliver Hirschbiegel. C'est un remake de l'Invasion des profanateurs de sépulture. C'est avec Daniel Craig et c'est un film de piètre mémoire. C'est vraiment un ratage complet. Là encore, elle s'est cassé quelque chose pendant le tournage puisqu'elle a eu un accident de voiture. C'est des relents d'actes manqués, ce genre de choses, je trouve. Ah, c'était vraiment très très mauvais. Ouais, peut-être que c'est justement elle, à son corps défendant, qu'elle s'est peut-être fracturé des choses. Enfin, ça, je fais de la psychologie de comptoir, mais bon, pourquoi pas, hein. Ouais, mais surtout, c'est qu'elle enchaîne plusieurs échecs, parce que Ma sorcière bien-aimée, ça ne marche pas. Invasion, ça ne marche pas du tout. Hollywood commence même à l'appeler le poison du box-office. Et Variety, quand même, constate que elle, comme George Clooney, comme Brad Pitt ou comme Angelina Jolie, ce n'est pas parce qu'ils sont sur l'affiche que nécessairement les films fonctionnent. Et c'est peut-être là aussi la fin du star system, tel qu'on a pu le connaître dans les années 80-90. Puis on peut pas gagner à tous les coups non plus. Et non. Et elle va encore échouer avec le prochain film qui est À la croisée des mondes, La boussole d'or, qui est l'adaptation du premier volet, du premier tome de la trilogie À la croisée des mondes, qui, là encore, est un rôle qu'elle a d'abord refusé avant d'accepter. Je peux comprendre pourquoi elle a accepté, parce que c'est un rôle très particulier, ce rôle de Marissa Coulter, puisque c'est l'antagoniste, mais en même temps, il y a un twist qui se veut très intéressant, c'est que ce n'est pas un personnage, on va dire... bienveillant. Non, on va dire d'une seule couche. Voilà. On va dire que elle est binaire, voilà. C'est souvent le cas dans ces rôles. On en parlait en off, mais il y a un côté très ambigu dans les rôles qu'elle a choisis. Il y a toujours deux faces. C'est ça. C'est assez troublant. Voilà. Et donc à la croisée des mondes, ça marchera, mais pas assez pour avoir les suites. Donc c'était dommage. Et puis elle revient au cinéma avec Baz Luhrmann. Là encore un film qui ne marchera pas, mais un film qui a quand même plus marqué l'esprit des gens. Belle saga. C'est Australia, une belle fresque avec Hugh Jackman. Là encore, elle apprendra à diriger un troupeau à cheval. Elle sauvera Hugh Jackman quand même il me semble, en retirant un scorpion venimeux de la jambe. Donc, là, on peut dire que c'est vraiment... C'était assez éprouvant aussi pour qu'ils en arrivent à s'évanouir. D'ailleurs, pas qu'elle, mais aussi Hugh Jackman, parce que avec les fortes chaleurs qu'il y avait, apparemment. Donc un tournage sous haute tension, mais qui apparemment ils ont gardé de bons souvenirs. Et Australia d'ailleurs a connu une nouvelle version disponible, il me semble, sur Disney+, sous la forme d'une mini-série. Donc c'est vraiment le film en version très très longue qui est coupé en 4 épisodes, je crois. Donc si vous avez envie de redécouvrir ce film, qui est un peu passé à côté c'était au box-office. Un peu annoncé comme c'était dit un peu comme un Autant en emporte le vent. C'était un peu une fresque à la... C'est ça, le retour des fresques de la grande époque d'Hollywood. Et puis, l'actrice commence à en avoir marre d'accepter des rôles qui ne marchent pas, et du coup, elle devient productrice. Et elle va produire, par exemple, le très beau film Rabbit Hole, où elle joue avec Aaron Eckhart, le rôle d'un couple qui essaye de redonner un sens à leur vie après la mort de leur fils, leur unique fils. Elle obtiendra encore un Golden Globes et une 3e nomination aux Oscars. Elle jouera ensuite pour Park Chan-wook dans le thriller psychologique Stalker. Elle jouera aussi dans l'excellent film Les Voies du Destin avec Colin Firth, qui est l'histoire vraie de Eric Lomax. Et Nicole Kidman joue du coup le rôle de son épouse, Patty Lomax. Et Eric Lomax, c'est quelqu'un qui a voulu retrouver son tortionnaire au moment de la Seconde Guerre mondiale. Du coup, il va se rendre au Japon pour retrouver celui qui l'avait torturé à l'époque. C'est un très très beau film, je vous le conseille chaudement. Il n'est pas très connu, mais vraiment, vous ne serez pas déçus. Ensuite, Nicole Kidman a essayé, c'est peut-être le mot, de jouer Grace Kelly dans le film Grace de Monaco, réalisé par Olivier Dahan. Le film sera un échec et ne convaincra pas grand monde. Même Nicole Kidman est très déçue du résultat.
On pourra aussi noter sa nomination encore dans la catégorie meilleure actrice dans un second rôle pour le film Lion de Garth Davis en 2017, qui est un très beau film. C'est l'histoire vraie d'un enfant indien. Un couple d'Australiens l'adopte et avec l'aide de Google Earth, il tente de localiser son village natal et sa famille en s'appuyant sur quelques bribes de souvenirs d'enfance. C'est un très beau film. Vraiment, je vous le conseille. Je crois qu'il est encore disponible sur Netflix. Et puis, sinon, on pourra noter la présence de Nicole Kidman au casting de la très bonne série Big Little Lies avec Shailene Woodley, Laura Dern et Reese Witherspoon. C'était une très très bonne série sur finalement le destin de 4 femmes. On va dire 4 femmes, même si on a finalement 2 autres qui se rajoutent, donc on pourrait même dire 6 femmes, et les 2 autres, ce n'est pas n'importe qui, c'est Zoé Kravitz et Laura Dern, donc vraiment casting aux petits oignons. Et vraiment, c'est une série que je vous conseille chaudement. Je n'ai vu que la première saison. Je sais que sur les violences domestiques, c'est ça? Alors, oui et non, parce que du coup, il n'y a pas que ça. Mais c'est vraiment une série passionnante, et la deuxième saison comporte quand même dans son casting Meryl Streep, qui a accepté sans lire le scénario. C'est vous dire en termes de qualité où on se situe. On pourra noter que Nicole Kidman aussi jouait dans Aquaman, qui était un film qui a dépassé les prédictions du studio et qui a rapporté plus d'1 milliard $. Elle a joué aussi dans la suite de moins bonne mémoire, on va pas se mentir. Et on pourra noter que Nicole Kidman, depuis récemment, a quand même enchaîné les thrillers Scandale, qui parlaient de l'harcèlement sexuel provoqué par le fondateur de la chaîne Fox News, Roger Ailes. Elle était aux côtés de Charlize Theron et Margot Robbie. C'était un très très bon film. Et puis, elle a aussi joué dans The Northman. C'est une carrière très très dense. Hein. Très dense. Là, on est obligé de faire un peu le choix. Voilà. Parce que c'est pas possible de tout. On peut pas parler de tout, mais on vous parle des principaux films. Donc il y a The Northman avec cette fois-ci Alexander Skarsgård. En fait, ce qui est amusant, c'est qu'elle jouait sa femme dans Big Little Lies, et dans The Northman, elle joue sa mère. Voilà. Et The Northman, film réalisé par Robert Eggers, qu'on a parlé parce que c'est lui qui a signé la dernière version de Nosferatu. Film qui a divisé. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé, mais voilà, je sais que Guillaume est resté assez à côté sur ce film. Et puis voilà, récemment, elle arrive avec ce film Baby Girl, qui lui vaudra quand même de remporter la Coupe Volpi de la meilleure interprétation féminine à la dernière Mostra de Venise. Donc, écoutez, pourquoi pas, c'est peut-être un très beau film. Mais de toute façon, elle va toujours dans ce registre-là de femmes quand même, comme on disait, avec une double ambiguïté, une ambiguïté terrible, et puis avec ce sont les rôles les plus intéressants, on va pas se mentir. Oui, bien sûr, et puis les côtés sulfureux dans lesquels on va de plus en plus, avec des interprètes aussi éblouissantes que peuvent l'être donc Nicole Kidman ou d'autres personnes qui a. Je pensais à Demi Moore, je pensais à. C'est vrai que ce sont des prises de risque. Voilà, et c'est des femmes qui arrivent à un certain âge, qui donc commencent à envisager d'autres rôles, mais qui gardent quand même un pied dans le côté sensualité et dans le côté séduction. Il y a ça, et puis aussi, je trouve que dans les scénarios qu'elles acceptent, ce sont des scénarios qui n'ont pas peur de parler de leur âge. Oui, et puis voilà, c'est vraiment presque le sujet un peu sous-jacent de ces films, d'ailleurs, entre parenthèses. Donc voilà, on vous donnera notre avis sur Baby Girl la semaine prochaine. C'est donc tout pour le focus sur Nicole Kidman. Côté programmation à la radio demain, vous retrouverez deux émissions, voilà. Avec émotion. Avec le jeu du mouvement présenté par Joe de 12h15 à 12h30 et l'émission Destination Bien-être présentée par Anaïs de 13h à 14h. On va se quitter sur une dernière chanson, un dernier titre de la filmographie de Nicole Kidman, c'est Sia Never Give Up du film Lion. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne semaine et allez au cinéma. Ciao, ciao. Salut.